permettez aux consommateurs qui sont dans les files d'attente de se divertir pendant la file d'attente, de gagner un passe-passe et qui permet de l'autre côté, celui du business, de rentabiliser sa file d'attente et d'améliorer l'expérience client. Bonsoir, moi je suis en Master 2 entrepreneuriat avec Claude Innovant ici. Et du coup, j'ai fait des écoles d'architecture auparavant. Et donc ça c'est un projet dans l'entreprise, dans le milieu de l'architecture, une plateforme de mise en relation entre les architectes et les acteurs du projet d'architecture pour répondre à des commandes et faire des équipes adaptées au projet. En fait. Donc ça peut aussi à des concours ou des projets pour avoir des compétences support en plus, des besoins, trouver des besoins rapidement et des compétences spécialisées. Bonsoir, mon nom est Grégoire. Je suis le porteur de projet de la startup Oco, qui est une solution qui permet de digitaliser un store ou un lieu en tout genre. Concrètement, en fait, ça va être un Wi-Fi intelligent auquel on va accéder grâce à une web app. Et dans le magasin, on va permettre en fait, d'accéder à différents services, notamment trouver toutes les informations d'un produit dans un magasin, commander depuis son smartphone depuis cette web app, donc pas d'appli, et avoir du marketing ciblé. Et pour le gérant du lieu, c'est une solution qui permet de gérer ses commandes et ses finances. Et voilà. Ok. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Claire, on est tous les trois sur le projet Suzima. L'idée est de créer une plateforme qui recense l'ensemble des formations universitaires et d'écoles proposées sur le territoire français sous la forme d'une carte qui permettrait à l'étudiant de simuler son parcours sur plusieurs années et de savoir à chaque étape de son parcours les passerelles qui lui sont possibles et les disciplines qu'il va étudier concrètement. Ok, merci. Bonsoir. Je m'appelle Lisa, je n'ai pas de projet, je suis juste la question de soutien parce que j'ai l'entrepreneuriat et pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Pierre. Je suis partie du projet qui s'appelle Courtisan. Donc c'est un jeu mobile qui remet la séduction au cœur de qui remet la compétition au cœur de la séduction. Donc l'idée c'est de briller par son éloquence pour se différencier et être le meilleur séducteur. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Brigitte, on est trois dans ce projet, mais là je suis toute seule et Yacine qui est en arriver. Donc nous, notre idée, ce serait une plateforme de mise en relation entre les personnes qui sont en situation d'excédent de bagages et ceux qui disposent de places encore. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Nathalie Carré comme un carré. Rapidement, je suis un tout petit peu plus âgée que vous. J'ai 43 ans, et ça fait 20 ans que je m'occupe d'entrepreneuriat, bonnes années, puisque j'ai fait mes études sur le sujet. À l'époque, il n'y avait pas autant de masters, loin de là. J'ai créé une entreprise en sortant de l'école, et puis ensuite j'ai créé un concept de franchise. J'ai toujours été dans la création du projet, que ce soit en tant que consultante, en tant que salariée ou en tant que chef d'entreprise. Et là, ça fait un peu 10 ans que je suis dans le réseau des chambres de commerce et d'industrie, où je m'occupe toujours de l'entrepreneuriat. Et j'anime le réseau des 600 conseillers en charge de la création d'entreprise répartis dans les 126 CCI. Le métier, c'est d'aider ces conseillers sur le terrain à vous aider, vous, en tant que créateur. Donc j'ai 3 axes. C'est créer de nouveaux outils, de nouveaux produits pour vous, que je livre au CCI qu'ils utilisent pour vous. C'est former les conseillers pour qu'ils soient toujours au bon niveau par rapport à vous. Et puis c'est communiquer sur nos actions. Et en parallèle, j'enseigne donc à la Sorbonne, à EM Lyon, au CNAM et plusieurs écoles ou à la Web School. Donc le sujet de ce soir, c'est l'étude de marché, le sujet le plus chiant pour un créateur d'entreprise, mais pour moi le plus passionnant. Je ne sais pas pourquoi les créateurs n'aiment pas ce sujet-là. Alors vous êtes tous sur des plateformes, donc je vais changer mes slides. Vous êtes tous sur du web, où l'étude de marché est quand même importante, pour ne pas dire tout aussi indispensable. Mais du coup, je vais modifier au fur et à mesure ma présentation.
Pas de souci. Donc d'abord, de quoi parlons-nous? C'est quoi le marché et c'est quoi un marché? On parle d'études de marché, c'est quoi un marché? C'est quoi le marché? C'est le nombre de personnes qu'on peut potentiellement toucher. Plus largement, c'est quoi ça? C'est un endroit où on vend et on achète des choses. Voilà. Donc c'est un endroit où il y a réuni des acheteurs et des vendeurs. Ça c'est le marché. Voilà. Donc si compte ça, c'est voilà, qu'il soit physique ou virtuel, mais il y a où l'offre et la demande se rencontrent. Donc des acheteurs et des vendeurs. Du coup, les acheteurs c'est vos clients potentiels et les vendeurs c'est vos concurrents potentiels, puisqu'il y a déjà des vendeurs. Donc, ce qui est important, juste retenez-le, on va passer rapidement sur l'un des deux marchés. Il y a deux niveaux de marché. Souvent, quand les créateurs parlent d'études de marché, en fait, ils nous font une étude du marché macro, c'est-à-dire le marché de la bijouterie, le marché du web, le marché des e-shoppeuses, etc. Ok, donc ça c'est très bien, c'est ce qu'on appelle le marché macroéconomique, c'est le contexte, c'est l'environnement, c'est les tendances. Donc ça c'est important de le faire, mais si je prends dans un business plan, ça prend 15 lignes, alors que l'autre marché, c'est-à-dire le vôtre, ça prend plusieurs pages. D'un côté, c'est le marché consolidé national, donc le marché de la bijouterie, le marché de la bijouterie fantaisie, le marché du vêtement féminin. Et celui qui nous intéresse, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le marché, votre marché, c'est-à-dire votre entreprise auprès de vos clients avec ces concurrents-là. D'accord? C'est pas de façon consolidée. Donc c'est très facile d'avoir des infos sur le marché macroéconomique. Enfin, ça dépend du métier, mais globalement c'est assez facile. Sauf que celles qui concernent votre entreprise, c'est à vous d'aller les chercher, bien évidemment. Donc ça, c'est à retenir, c'est une erreur assez fréquente. Donc qu'est-ce qu'une étude de marché? J'ai juste rajouté un mot à la définition tout à l'heure. Une étude de marché, non? C'est On va analyser tous ces acteurs. exactement, c'est aussi simple que ça. Donc on va analyser les clients et les concurrents. Qui sont ces clients? Qui vont être donc vous, vos futurs clients, et qui sont donc ces acteurs déjà sur place, qui seront donc pour vous, vos futurs concurrents. On est vraiment dans un acte de marketing de base. Il n'y a pas un produit qui sort sur le marché et qui réussit sans qu'il y ait une étude du marché. Même L'Oréal fait encore des études de marché, même Danone, même, voilà, c'est vraiment le métier d'une direction marketing, c'est de faire des études de marché, de l'analyser et puis ensuite de décider de la mise en vente ou pas, ou de la modification. C'est juste l'élément le plus fondamental de votre business. C'est beaucoup moins fun que d'autres choses, mais c'est juste ça qui fait que vous allez gagner de l'argent ou pas. Donc à quoi sert une étude de marché, je viens de le dire. C'est rentable ou pas de noter l'entreprise? Pas rentable, si c'est viable. C'est-à-dire s'il y a des gens, et en nombre suffisant, qui achèteraient ce que vous proposez. On ne sait pas encore si au prix auquel vous allez le vendre, ça sera rentable, etc. Mais déjà on sait qu'il y a des gens, des entreprises, qui sont prêtes à acheter, qui sont intéressées, qui sont prêtes à acheter ce que vous allez proposer. Donc effectivement, c'est bien comprendre le comportement des clients, bien comprendre le comportement des concurrents pour pouvoir se positionner et donc s'assurer d'avoir des clients et d'être capable de surpasser ses concurrents. Alors, le marché macro, je passe rapidement dessus, c'est important parce que ça vous donne le contexte dans lequel vous allez vous insérer. Donc, vous allez récupérer pas mal d'informations. Je vous enverrai les slides et je vous enverrai un lien vers lequel vous retrouverez tout ça. C'est important de faire cette analyse du contexte parce que là, vous rentrez sur le marché, des études, d'éducation, des études supérieures. Il faut savoir aujourd'hui ce qui existe sur cet environnement. Quels sont les acteurs en place, les grandes tendances, les tendances aussi d'usage, de comportement des parents, des étudiants, etc. Pour se dire, il faut analyser toutes ces informations-là. Donc cette étude, c'est énormément de collecte d'informations et ensuite c'est analyser cette info pour dire qu'est-ce que je fais de ces infos.
Est-ce que le contexte est favorable ou pas? Est-ce que j'ai intérêt d'y aller maintenant ou pas? Est-ce qu'il y a des tendances sociétales qui sont en train d'évoluer? Qu'est-ce que j'en fais? Je prends le cas du tourisme. On ne peut pas aujourd'hui ouvrir une activité dans le tourisme sans ignorer Airbnb et TripAdvisor, etc. Mais ce n'est pas parce que ça fait partie du contexte qu'il faut forcément le prendre en considération, ça dépend de sa cible. Si sa cible, c'est on ne sait rien moi, les retraités de plus de 70 ans, c'est peut-être pas dramatique si on n'est pas sur TripAdvisor, si on n'a pas la média appli, etc. Ça dépend complètement de sa cible. Mais c'est bien de prendre en compte, de le savoir pour se dire, ok, cette information, j'en fais quoi? Je considère que c'est important pour moi ou pas, c'est une menace, c'est une opportunité, c'est une force, c'est une faiblesse, ce qu'on appelle une matrice SWOT. Donc c'est important, comme ça vous savez où vous mettez les pieds. Okay, c'est important. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est important. L'avantage, c'est que les données existent assez facilement. Je vous passe toutes les infos qui sont allées chercher, où vous allez les chercher. C'est les différents types d'infos. Voilà. Par rapport à vos pour les boutiques, pour les histoires de boutiques, aujourd'hui, vous avez énormément de systèmes, vous prenez un article, il y a des puces RFID partout, vous savez quel article vous avez posé, combien de temps vous l'avez pris en main, si vous l'avez reposé ou pas, enfin je veux dire, donc tout ça, c'est à prendre en considération. Après, vous avez le droit de dire, ça ne m'intéresse pas, par rapport à ma cible, je ne le prends pas. Mais en tout cas, il faut le savoir. Donc évidemment, ça évitera de faire comme Kodak qui n'avait pas vu arriver le numérique, ou les agences matrimoniales qui n'ont pas vu arriver le numérique, enfin bref. Voilà, l'idée, c'est de dire que vous êtes dans un monde un peu global. Okay. Donc cette partie-là est importante. On va se concentrer sur l'étude du marché de votre future entreprise. C'est plus important. Et comment on fait? Donc on commence par la partie client, on verra la partie concurrent après. Première chose, quand on nettoie tout le monde, on ne voit rien à personne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Il faut cibler. Il faut cibler. Donc la première chose à faire, c'est la segmentation. C'est segmenter. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas aux femmes, je ne m'adresse pas aux hommes, aux enfants, aux machins. Je m'adresse aux hommes qui, j'en sais rien, moi, qui font du jogging tous les matins de 5h30 à 7h30. Enfin, j'ai pas pour le coup les segmentations un petit peu plus précises. Mais donc, ce n'est pas juste des grosses catégories. Et les critères de segmentation, c'est véritablement quelque chose qui permet de rassembler une communauté de personnes. Alors la définition, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, typiquement, ça c'est pas une segmentation, c'est des seniors. Ça peut être une segmentation, des seniors qui sont connectés. Alors après ça dépend, il faudra rajouter d'autres trucs, mais en tout cas ça peut être une segmentation. Ça peut être notre ménagère de moins de 50 ans, mais qui cuisine elle-même, ça peut être une segmentation. Ça peut être une segmentation, c'est ceux qui font de la course à pied. Ça, c'est des enfants, c'est pas une segmentation. Des enfants qui quoi? Ont besoin de quoi? Qui jouent pas? Qui sont... Voilà. Donc, retenez bien cette définition. C'est un groupe homogène de personnes ou d'entreprises. Premier point important, on va y venir, qui ont les mêmes besoins. Ça, c'est vraiment ce qui rassemble une cible. Donc si on reprend nos seniors connectés, c'est nos seniors connectés qui ont besoin de rester en relation avec leurs petits-enfants qui sont à l'autre bout de la planète, par exemple. Ils ont le même besoin. Okay. Que vous pouvez servir via le même canal. Donc si vous avez des seniors qui achètent sur le web et des seniors qui achètent uniquement en boutique, c'est pas forcément la même cible. Forcément, puisque vous allez, d'un côté vous ouvrez une boutique, de l'autre côté vous avez un site internet. Les comportements c'est différent. Qui seront sensibles à la même communication, donc aux mêmes arguments de communication. Donc certains c'est l'innovation, certains c'est le prix, certains c'est... Enfin, ils sont sensibles à la même communication, payeront le même prix, et donc avec lequel vous aurez le même type de relation. Donc c'est pas l'un ou l'autre, une cible, ça réunit tout ça. Donc vous voyez bien que les hommes, les femmes, les jeunes, les seniors, etc., c'est juste pas une cible, quoi. Je sais bien que les créateurs, ils aiment bien nous faire des grands paquets comme ça ils se disent qu'on
va toucher plus de monde. Sauf qu'il n'y a pas plus différent que deux femmes, il n'y a pas plus différent que deux hommes, il n'y a pas plus différent que deux enfants, enfin voilà. Donc comment vous communiquez si vous ne savez pas exactement qui vous ciblez. J'ai parlé des besoins, il ne suffit pas d'inventer le savon, il faut aussi quand même de se laver. J'aurais pu en prendre une autre. C'est trop drôle ça. Ça vous fait penser à quoi? Donc on a le produit. Ça c'est quoi? C'est l'usage, c'est le besoin. Donc ce qui est important, c'est que ce qui réunit votre cible, c'est le besoin. On se soumet de ça, vous connaissez la pyramide de Maslow? Ben ça c'est la base. On a tous besoin de se nourrir, on a besoin de sécurité, on a besoin d'appartenance, on a besoin d'estime, on a besoin de réalisation de soi. Je vais détailler après. Ça, c'est les besoins fondamentaux de tout être humain. Mais même si vous vous adressez, vous êtes en B2B, au sein d'une entreprise qui a ses propres besoins, au sein d'une entreprise, il y a des acheteurs. Et ces acheteurs-là, ils répondent aussi à la pyramide de Maslow. Donc, je prends l'exemple, vous voulez vous lancer dans la com. Si vous voulez adresser à à une institution, si vous adressez au DIRCOM, lui, il sera soit là, c'est-à-dire qu'il achètera une agence de com qui a une marque connue et reconnue. Parce que travailler avec cette marque-là, ça lui permet de lui-même être connu et reconnu. Alors que si au sein de cette institution, on travaille avec le grouillot de base, qui veut juste quelque chose de pas cher et très opérationnel, alors il achètera la marque, il achètera une agence de com sans marque, parce qu'il n'est pas du tout là-dessus, le grouillot de base. Donc au sein même d'une entreprise, dont le besoin c'est de communiquer, vous avez des acheteurs. Et ces acheteurs vont aussi, ils répondent aux différents critères de Maslow. Donc en face de chaque besoin, vous avez différents types d'achats. Et derrière le besoin de sécurité, il y a le logement, il y a un plan de retraite, il y a une mutuelle. Pour assurer sa sécurité de ces 2 jours, on peut acheter un appartement, on peut prendre une assurance retraite, on peut prendre une SICAV, on peut prendre un fonds d'épargne, enfin bref, il y a plein de solutions. Ça répond toujours aux mêmes besoins. Donc cette notion de besoin, c'est fondamental. On n'achète pas quelque chose si on n'en a pas besoin. Alors on rajoute, on peut compléter, on s'en fout, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas grave. On peut compléter, aujourd'hui on parle de besoin, on parle aussi de régler un problème ou de se créer du plaisir. Quand j'achète des petites boucles d'oreilles fantaisie, je satisfais aucun besoin. J'ai juste envie de me faire plaisir. Sauf si ces petites bijoux fantaisie, je les ai achetés chez telle marque, machin et tout, auquel cas j'ai aussi un besoin d'appartenance parce que en fait toutes mes copines vont voir que c'est les boucles d'oreilles de la marque machin et que donc j'ai les moyens d'acheter la marque machin et que donc ça me place dans un statut social particulier. Auquel cas je me suis fait plaisir et en plus je réponds à mon besoin d'estime de moi-même, c'est-à-dire de montrer aux autres que j'ai les moyens d'acheter des boucles d'oreilles inutiles à une somme folle. C'est le principe. C'est juste comme ça que fonctionnent toutes les marques qui vous vendent des trucs absolument hallucinants à des prix. Donc ça joue là-dessus. C'est un besoin extrêmement intéressant pour le marketeur. Le besoin d'appartenance et d'estime de soi, c'est ce qui fait acheter à n'importe quel prix. Donc régler un problème ou se créer un plaisir. Donc se créer un plaisir, c'est tout ce qui est tourisme, centre de loisirs, bien-être, institut de beauté, coiffeur, etc. Voilà, là on est dans la notion de plaisir et régler un problème, on est dans c'est toutes les applis qui se créent aujourd'hui en fait, qui nous simplifient la vie. Le Bon Coin n'a pas inventé de besoin. Le Bon Coin a simplifié une solution qu'on avait mis en place précédemment. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait des choses à revendre, on prenait un mètre de table le jour du vide-grenier du village ou de la ville,
et on s'enquiquinait pendant la journée entière. Et ben maintenant, on prend la photo, on va sur le bon coin et on essaie de le vendre. Donc, le problème d'essayer de se débarrasser d'affaires en trop a toujours existé. Le Bon Coin n'a pas inventé ce problème-là ni ce besoin-là. En revanche, grâce au numérique, ils ont simplifié la façon de régler ce problème. Airbnb, ça a toujours existé aussi, sauf qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile. Driving, etc. Tout ça, ce ne sont pas, on n'a pas créé de nouveaux problèmes. Le numérique a permis d'optimiser et de simplifier les solutions qu'on avait mises en place. Blablacar, c'était quoi l'ancêtre de Blablacar? C'est quand même beaucoup plus facile de faire Blablacar que d'être à l'entrée de l'autoroute. Donc ce besoin de se déplacer à bas prix, etc. a toujours existé. Le numérique permet une vraie simplification, une vraie optimisation, une vraie facilitation. Mais ça change les usages, mais ça ne crée pas de besoin. Donc même si vous pouvez inventer les applis les plus génialissimes de la Terre, si personne n'a ce problème, personne ne l'achètera. Ou si la solution qui est trouvée par les individus qui ont ce problème est satisfaisante, peu de monde l'achètera. C'est-à-dire que si vous achetez une application qui ne simplifie pas vraiment la vie de la personne qui a le problème, par pur réflexe de fainéantise humaine, on continue son petit bonhomme d'habitude. Voilà. Donc il faut vraiment que pour qu'on ait changer de solution, c'est un coût. C'est un coût d'apprentissage, c'est un coût de temps de téléchargement de l'appli, comprendre comment ça fonctionne, enfin c'est un coût. Un coût faramineux, mais c'est un coût. Voilà. C'est un coût de temps, d'apprentissage, voire un petit coup d'humiliation de dire je ne comprends absolument pas comment Binou fonctionne. Donc c'est un coût. Donc il faut que ce coût pour l'individu soit compensé par la simplification qu'il apporte. Donc si sous prétexte de me simplifier la vie en me proposant de réserver mon restaurant en ligne, en fait ça me prend juste 12 secondes de passer un coup de fil et 45 secondes de réserver en ligne, c'est un coup de fil. Sauf pour ceux qui réservent systématiquement le restaurant la nuit parce qu'ils sont insomniaques, et auquel cas, effectivement, il n'y a personne pour décrocher le téléphone au restaurant à ce moment-là. Bon. Mais vous voyez, voilà. Donc, parfois l'innovation c'est bien, mais la base quand même, que vous vendiez des jeans ou une marketplace, la base c'est quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de votre truc. Sinon, vous avez un risque, c'est ce qui est arrivé quand même à des grosses innovations, c'est que le temps d'appropriation du public soit très long. Et donc là, il faut beaucoup d'argent. Donc c'est un peu le... Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi j'ai des créateurs qui me disent « Ouais, mais madame, ça n'existe pas, je fais une super innovation. » Soit c'est parce que personne n'en a besoin, qu'il y en a d'autres qui ont essayé et qui... Voilà. Soit c'est parce que le marché n'est pas prêt et que du coup, ça va être cher, très très cher pour que le marché s'approprie ce nouvel usage. C'est possible, hein. Et ceux qui y sont passés, ça leur a coûté très 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 cher. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que justement, les besoins, il y en a 5. Depuis la nuit des temps, il y en a 5. À mon avis, dans un siècle, il y en aura toujours 5. Ce qui change, c'est qu'évidemment, la façon de les satisfaire évolue. Quand le besoin de se nourrir, quand on est étudiant, on mange des pâtes premier prix. Quand on commence à gagner sa vie, on passe chez Barilla, suprême, voilà. Ensuite, éventuellement, on passe chez le traiteur. Et quand on devient maman, on les fait à la maison bio. Ça reste des pâtes. Hein. C'est juste que j'achète mes pâtes de plus en plus chères finalement, et ça me prend de plus en plus de temps. Donc, mais c'est juste que les besoins évoluent parce que moi, j'évolue en tant qu'individu, l'évolution sociale. Les avancées technologiques, on en a parlé, ça permet effectivement de faire évoluer la façon de satisfaire ses besoins. Les normes aussi. Le besoin d'appartenance au lycée Janson de Sailly ne se caractérise pas de la même façon que le besoin d'appartenance à Drancy, par exemple. Pourtant, ça reste le besoin d'appartenance. Mais en fonction des normes du groupe
auquel on appartient, ça ne se caractérise pas de la même façon, et donc on ne fait pas les mêmes achats. Mais ça reste le même besoin d'appartenance. Donc évidemment, un produit peut répondre à plusieurs besoins. La voiture, c'est assez typique. Voilà, la voiture, elle peut à la fois appartenir aux besoins de sécurité. J'achète une voiture allemande Das Qualitat, mais en fonction du sigle de la voiture allemande, il y a aussi un petit côté d'estime de reconnaissance, ce qui prouve voilà, que j'ai les moyens de mettre tant de dizaines de milliers d'euros dans une voiture. Et si j'ai des enfants, il faut qu'elle soit plus grosse. Et si je suis, comme m'a fait un de mes potes, j'ai revendu ma boîte très très chère et que j'ai envie de me faire très très plaisir dans une voiture, je ne peux mettre que moi et ma femme. Et ben voilà, ça reste une voiture qui permet de se déplacer d'un point A à un point B, mais qui projette une image de soi assez différente. Donc évidemment, on peut cumuler plusieurs besoins. Un point important, si vous êtes sur des business qui sont sur le besoin d'estime ou le besoin d'appartenance, c'est pas des choses que les clients disent. On se pointe pas on se pointe pas chez Mercedes en disant j'ai besoin d'estime, vendez-moi la voiture la plus chère pour que je puisse vivre à côté de mes copains. En revanche, on va parler de la sécurité, du confort, etc. etc. Donc il faut décrypter les autres besoins. En général, quand on pousse la porte de ce genre de boutique, c'est quand même que... Il y a un principe, c'est que différents produits peuvent satisfaire le même besoin. Je vous parlais tout à l'heure du plan d'épargne, du plan retraite, de l'achat d'un appartement, etc. C'est des produits différents qui répondent aux mêmes besoins de sécurité. Ça s'appelle de la concurrence indirecte, je suis d'accord, parce que ce n'est pas les mêmes produits, mais ça reste de la concurrence. Donc le concurrent maintenant c'est plus un concurrent, mais quand c'est arrivé, un gros concurrent d'Air France et de la SNCF, ça a été les systèmes de webconf. Quand les systèmes ont démarré dans les entreprises il y a une dizaine d'années, puisqu'en fait, en tant que professionnel, on se déplaçait énormément en avion ou en train pour une réunion de 2 heures. On passait notre journée, voilà. À partir du moment où ces systèmes sont arrivés et ont commencé à être performants, bah, du coup, plus besoin de se déplacer. Moi, je passe ma vie en webconf avec mes collègues de province. Avant, je passais ma vie dans le train. Donc, on est bien sur une concurrence indirecte, puisque ce n'est pas du tout le même produit, mais ça répond aux mêmes besoins. Pareil entre la restauration rapide ou de la cantine d'entreprise. C'est des produits différents, mais ça répond aux mêmes besoins. Manger vite le midi. Les concurrents indirects, c'est des choses que les créateurs oublient toujours. Non mais madame, ça n'existe pas. Mais c'est des produits différents, mais qui satisfont exactement le même besoin, qui règlent le même problème. Vous savez, pensez-y, ça évite de partir un peu trop... Est-il possible de créer un nouveau besoin? Ça, c'est assez fréquent. Oui, mais madame, moi, je vais créer le besoin. Non. Donc, vous pouvez toujours essayer. Donc, il y a plein de chercheurs sur le numérique qui ont dit oui, Maslow est mort avec le numérique, etc. Non. C'est juste que la façon de satisfaire les besoins est différente. Vous allez créer donc de nouvelles façons de satisfaire le besoin. Vous allez créer de nouvelles façons de régler un problème. Vous allez créer de nouveaux usages. Mais vous n'allez pas créer de nouveaux besoins. It is not possible. Nine, non-création des besoins. Je sais, c'est un peu l'obsession, mais non. Donc, et c'est plutôt tant mieux, puisque rappelez-vous la définition de la cible, un groupe homogène de personnes qui ont le même besoin. Donc, si le besoin n'existe pas, il n'y a personne, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business. Ah. Donc, il vaut mieux que vous ayez déjà des acteurs en place, il vaut mieux qu'il y ait déjà des... Moi, s'il y a des acteurs en place, ça veut dire qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a du business. Après, la question, c'est à quelle place reste-t-il à prendre? C'est une autre question. Mais au moins, ça veut dire que votre idée est bonne. Il y a bien un besoin. Donc, pour segmenter, bah, c'est simple, il y a des critères de segmentation. Alors, ici, voilà. On a longtemps été sur hommes 18-25 ans, habitants dans le rural, habitants machin et tout. Ça, c'est assez facile. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus sur des critères comportementaux, donc qui sont connectés ou pas,
qui ont des modes de consommation de tel type, qui mangent bio, qui machin, etc. Et donc ça, c'est un tout petit peu plus compliqué d'évaluer le nombre potentiel de ces clients qui mangent bio, qui utilisent les applis pour faire ceci, qui machin. Enfin, autant l'INSEE nous explique parfaitement, on sait exactement commune par commune combien il y a de familles, combien il y a d'enfants, combien il y a de seniors, combien il y a de machin, ça, on a toutes les données démographiques. Ça, le premier critère de segmentation, vous trouvez toutes les infos en ligne, commune par commune, il y en a juste 36 000, tout est en ligne. Les deux autres types de critères de segmentation, ça commence à devenir un peu compliqué à trouver. Encore que l'avantage, c'est qu'il y a plein d'instituts de sondage qui passent leur temps à sonder, surtout sur le numérique, les nouveaux usages du web, les e-shoppeuses, les utilisateurs d'appli, les utilisateurs de l'économie collaborative, etc., etc. Donc vous pouvez quand même trouver pas mal de données. Donc, quels sont les critères de segmentation? Donc c'est finalement ce qui vous permet de dire, moi j'attaque le marché des commerçants indépendants qui ont besoin de... Okay, donc j'attaque pas les chaînes par exemple. Donc vous caractérisez, une fois que vous vérifiez, ce qui est le plus important, c'est que votre cible est mesurable. C'est-à-dire que vous pouvez estimer à combien d'entreprises ou de personnes ça peut correspondre. Alors évidemment, quand on est dans le web, on a tendance à vite arriver sur des millions. Parce que évidemment, quand on prend les étudiants supérieurs, on arrive vite à des centaines de milliers. Bon, après, on rajoute des critères, parce que c'est pas tous les étudiants, c'est les étudiants qui envisagent des études longues, qui machin, enfin... Et donc du coup, on peut diminuer. Donc parfois on n'a pas forcément l'info. Hein. Alors, là, parfois, moi, je fais des trucs avec mes... Oula, coucou. Donc on prend une base un peu objective, les hommes, les femmes, machin, parce que ça on en est un. Et puis après, on dit, ok, on a vu, là j'ai fait avec un groupe, oui, alors ceux qui sont intéressés par l'écologie, d'après la dernière étude, c'est 40%, plus, alors avec ceux qui ont des enfants, ça fait... Voilà, et on fait un espèce de truc qui ressemble à quelque chose, mais on est quand même sur du pourcentage de moyenne, mais on fait avec les données qu'on a. Donc, voilà. Mais au moins ça vous donne une idée, même si c'est pas le chiffre exact, ça vous donne une idée. Donc une fois que vous avez votre cible et que vous avez à peu près réussi à la mesurer, ben voilà, c'est votre marché potentiel. Ça ne veut pas dire que c'est votre nombre de clients. C'est le marché potentiel. Si vous êtes dans un monde idéal sans concurrence, ça pourrait être votre nombre de clients, mais ce monde idéal n'existe pas. C'est juste un marché potentiel. Une fois que vous avez segmenté votre cible, il faut qualifier un peu plus. Vous avez peut-être plusieurs cibles. Maman, je veux celle-là. Ça vous fait penser à quoi? Qui c'est qui dit ça? Bah oui, c'est bon, j'ai écrit maman. C'est l'enfant. Et qui c'est Gachel? Maman. Non, oui, en général, je ne suis pas bonne aussi. Donc effectivement, comment on appelle ça quand la personne qui achète n'est pas la personne qui consomme? Et n'est pas non plus la personne qui recommande. Alors, vous avez potentiellement 3 cibles. Vous pouvez avoir les prescripteurs, donc ça c'est l'enfant qui dit maman, maman. Donc ça c'est les pubs télé, ou les copains dans la cour de récré. Okay. Donc ça c'est le prescripteur. Vous avez, il n'est pas à négliger celui-ci, parce qu'il peut vous apporter vraiment ça peut être lui votre cible principale en fait. Parce que du coup, il vous draine, c'est le principe des médecins pour les laboratoires pharmaceutiques. C'est les prescripteurs. Donc il peut vous drainer, ça peut être vraiment votre cible principale, il peut vous drainer vraiment du business. Ou pas, hein, mais en tout cas c'est à regarder. Donc ça, vous devez vraiment les connaître aussi bien que vos clients. Donc ça c'est les prescripteurs. Ensuite vous avez donc ceux qui font l'achat. On considère qu'en général que le client c'est celui qui paye, mais pas nécessairement. C'est celui qui achète. Donc là c'est pas les mêmes arguments de vente. Moi en tant que maman, quand mon fils me dit maman, je veux celle-là, c'est pas ça, mais voilà. Lui évidemment c'est le lion, c'est la pub à la télé, c'est va devenir fort, c'est du chocolat, c'est plein de sucre, c'est dégueulasse. Et si vous regardez les boîtes de céréales
parce que je connais des gens qui pensent encore que les mamans sont débiles, vous avez tout un laïus très écolo, donc le blé fabriqué en France, issu d'une agriculture raisonnée, enfin ils vous mettent en avant donc le bienfait du blé, etc. Alors le sucre, ça c'est en tout petit, hein. Voilà, pour que nous pensions que nous faisons un acte non seulement diététique mais également citoyen en achetant ces conneries. Donc double langage forcément, puisque je ne peux pas moi en tant que maman être attirée par le lion qui ouvre la gueule. Vous voyez, ça ne me touche absolument pas. Voilà. Donc c'est plutôt l'argumentaire diététique. Donc si l'acheteur n'est pas le même que le consommateur, eh ben, il faut une communication pour l'acheteur, une communication pour le consommateur et éventuellement une communication pour le prescripteur. Donc ça c'est important à savoir parce qu'encore une fois c'est 3 cibles différents. Donc, les consommateurs peuvent être les prescripteurs. Enfin là, dans le cas de notre enfant, il est prescripteur et le consommateur. C'est lui qui mange. Mais quand vous êtes sur le cas, par exemple, toujours avec les enfants, parce que les enfants c'est quand même la cible idéale, c'est jamais une gâchette. Quand c'est l'enseignant qui recommande tel abonnement à tel magazine, vous avez bien un prescripteur qui est l'enseignant, un acheteur qui est les parents, qui sont les parents, et un consommateur qui est l'enfant. Vous avez vraiment, et donc vous ne pouvez pas draguer les 3 cibles de la même façon. Donc c'est juste que ça multiplie, si vous avez ça multiplie votre étude de marché, ça veut dire 3 études de marché, ça fait 3 actions de communication, enfin etc. Faut tout doublonner, enfin triplonner. Alors pour ceux qui sont en marketplace, vous avez déjà 2 cibles, alors si en plus, vous avez en général vous avez 2 parties, si en plus sur une de ces 2 cibles vous rajoutez des couches de prescripteurs, là ça commence à devenir un peu complexe à gérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas il faut y penser. Alors, ça vous fait penser à quoi? Des arguments pour favoriser l'achat. Exactement. C'est qu'à un moment donné, même si votre offre répond à notre besoin, on n'a pas encore acheté. Donc il y a des choses qui vont nous faire passer à l'acte ou pas. Donc c'est tout ce qui est critères d'achat, frein à l'achat, etc. Donc tout ça c'est important, tout ce qui est motivation, frein, etc. Tout ça c'est important pour travailler votre communication. Donc, on va passer rapidement, mais voilà, il y a des choses hédonistes, donc moi ça me fait plaisir, donc peu importe, j'achète, ou au contraire ceux qui sont plutôt dans l'optique de la décroissance, non, je ne veux pas encore acheter, etc. Des freins, il peut y avoir des choses très rationnelles, hein, j'en ai besoin, voilà, c'est bien, c'est pragmatique, voilà. Des choses éthiques, non, j'achète plus cette marque, ils font travailler les enfants, etc. Donc, tout ça, c'est des choses à savoir. Vous avez ces motivations donc, qui servent en argumentaire de vente, besoin de sécurité, besoin d'orgueil, besoin de nouveauté, etc. Donc tout ça, c'est des choses à identifier, parce qu'évidemment, si vos clients, ils ont besoin ils achètent tout ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle les early adopters. Après, la question, c'est de savoir combien il y en a et si les autres sont prêts à suivre. Donc il y en a qui sont sensibles à l'argent, enfin pas cher, etc. Toutes ces notions-là de mobile d'achat, les critères d'achat c'est pareil, vous avez les critères rationnels, le SAV, le rapport qualité-prix, etc. Et puis la difficulté quand on est en B2B, en B2C, c'est les critères émotionnels. J'ai fait confiance au vendeur, il m'a bien conseillé. Alors l'avantage c'est que quand vous avez de la vente, plus vous avez une interaction humaine, plus vous avez la chance, la possibilité de faire oublier les critères rationnels pour passer sur des critères émotionnels. Walmart, par exemple, ils ont transformé leur caissière en conseillère de vente. Pour acheter du lait, des pâtes et machin. Sauf qu'ils ont augmenté le panier moyen de 60%. Parce qu'il y avait une interaction avec une conseillère de vente. Et donc du coup, voilà, conseil, discussion, etc. Et donc l'émotion a pris le pas sur le rationnel. Donc
quand on a une force de vente, donc là, et la complexité de toutes vos applis, c'est qu'il n'y a pas d'humain. Donc, il faut que vous fassiez passer la compréhension des besoins des clients, enfin ce qu'on appelle l'expérience client, à tellement haut niveau voilà. C'est pour ça que de plus en plus, vous avez des petites popines qui s'ouvrent en disant voilà, est-ce que vous voulez parler à Emma, etc. Et qu'il y a de plus en plus de discussions avec des vrais gens. Parce qu'effectivement, il faut à un moment donné, sinon c'est tellement facile de zapper. Alors que quand vous êtes face à quelqu'un, vous n'allez pas lui dire « finis pas ta phrase, ciao ». Alors que sur une appli, vous n'avez pas fini de lire que vous avez déjà fermé. Donc ces critères-là sont hyper intéressants à travailler quand on peut avoir une interaction humaine. Donc pareil, retrouver ces infos-là. Alors, quand on travaille sur une cible de particulier, des infos, il y en a plein le web. Quand on travaille sur une cible d'entreprise, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais sur une cible de particulier, les critères d'achat, c'est souvent, vous savez, quand on fait des comparateurs d'achat, ça donne des critères de sélection. Et donc ça veut dire que c'est des choses qui sont importantes pour les clients. Quand on achète un frigo, le volume, le nombre de clayettes, le petit système de refroidissement, machin, c'est un peu plus important que la couleur. Enfin, ça ne veut pas dire que la couleur, c'est pas nécessairement un critère. Voilà, vous pouvez trouver des infos, sur ce type de site, et après, de toute façon, tout ça, vous allez aller chercher les infos. Vous pouvez partir sur des a priori, mais après, vous allez les chercher. Donc, on met des critères d'achat, 2, on vérifie des critères de segmentation, 2, on vérifie si on a également des prescripteurs, 3, on voit qu'est-ce qui fait que nos clients vont acheter ou au contraire vont être freinés dans leur achat, 4, ça c'est quoi? Oui, merci. Qui représente. On voit comment nos clients achètent. Parce que si vos clients achètent en boutique, c'est pas la peine d'avoir un site internet. S'ils achètent exclusivement en boutique l'offre que vous proposez. Donc je sais bien que le numérique est partout, mais encore une fois, ça dépend de votre cible. C'est pas une fatalité d'avoir un site, enfin c'est pas une obligation d'avoir une appli, un site internet, des réseaux sociaux, des machins. Si votre cible ne sait même pas que le web existe, il n'y a aucun intérêt. Gardez votre temps et votre argent. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que pour ce type d'achat, les clients achètent, il y a des produits où, voilà, moi je sais pas, mon fromage j'achète au marché, voilà, je ne sais pas ailleurs. Donc si vous vendez du fromage et que vous avez décidé de vendre en ligne, moi j'achète au marché, donc je ne sais pas chez vous. À domicile, sur impulsion, en réfléchissant longtemps à l'avance, enfin, il y a des achats où on est dans des systèmes de réflexion différents. Évidemment, on réfléchit pas à 3 plombes quand on passe devant une bijouterie fantaisie et qu'on se dit tiens, il me manquerait la 15e paire de boucles d'oreilles. La réflexion, c'est limité. Donc ça, c'est important de savoir comment le processus d'achat se fait, comment la décision se prend et quels sont les canaux qui sont utilisés. Alors en France, on est les spécialistes de je me renseigne en ligne et puis je vais acheter en magasin. Ou l'inverse, en fonction de ce que c'est. Je me renseigne en magasin et j'achète en ligne moins cher. Donc ça dépend des produits. Mais c'est intéressant de savoir, j'ai une collègue qui me disait récemment que il y a une boutique comme ça devant où elle travaille qui s'est plantée. Un mec super qui tient un super blog sur les cannes à pêche, qui sait tout sur la canne à pêche, qui donne énormément de conseils par résultat des courses. Depuis que le Décathlon s'est installé, ils vont tous chercher du conseil dans cette boutique-là, et ensuite ils vont tous acheter chez Décathlon. Bon, voilà. Donc voilà. Ça veut dire que le prix est peut-être quelque chose d'important, en ligne, enfin peu importe, mais donc ça, il faut le savoir. Donc pareil dans les entreprises. Il y a des entreprises qui achètent en fonction des marchés publics. Donc les marchés publics, il faut avoir une année d'existence, il faut remplir des dossiers, c'est un peu compliqué. Il faut connaître à quel moment on se fait les budgets. Est-ce que vous pointez en juin pour proposer votre offre? Les budgets sont peu longtemps. Si vous voulez vendre une offre dans une entreprise, c'est plutôt en septembre qu'il faut y aller, quand on est en train de faire les budgets, ou en juillet pour l'année d'après, mais en décembre c'est mort, quoi. Décembre et les 6 mois d'après c'est mort.
les budgets sont clos, il reste 2000 € qui traînent de temps en temps, mais en général, je parle d'entreprises structurées qui fonctionnent en budget. Sur des petites entreprises, les budgets sont plus aléatoires. Mais donc ça, c'est des choses à savoir. Donc pareil, hein, vous posez des hypothèses, vous pouvez intuitivement vous pouvez avoir des infos, et puis ensuite on ira vérifier assez plus concrètement. Mais ça, on trouve des choses, il y a plein d'études sur comment on achète des livres, comment on achète ses voyages, comment on achète, enfin, il y a plein d'études. Ensuite, avant-dernier point. C'est quoi? C'est 2 paires d'escarpins, merci. Pas 2 escarpins. C'est en fonction du produit, combien on est prêt à mettre. C'est le prix psychologique. Alors, la difficulté du prix psychologique, c'est qu'il y a une époque, quand la seule façon d'acheter, c'était de rentrer dans une boutique, on avait à peu près tous le même prix psychologique. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, comme on peut tout acheter à peu près à tous les prix, du coup, on fonctionne en fonction de l'usage qu'on va en faire. Même pour un voyage, on part juste un week-end, on se dit que finalement, une chambre dans un B&B à 40 €, ça suffira bien. On va dans la même ville, mais pour y passer une semaine de vacances, là, le B&B, pendant toute la semaine, ceux qui ne sont jamais allés dans un B&B à 40 €, je vous conseille l'annule, pas plus. Mais c'est pratique quand vous êtes invité à un mariage, vous savez que vous allez dormir que 2 heures, etc., etc. Mais vous voyez, l'usage est quand même assez différent. Si mes escarpins, alors ça dépend, hein, personnellement, les escarpins roses, c'est pas le truc que je porterais tous les jours. Du coup, 40 balles, ça va. Pas plus, parce que vu que je vais les mettre 3 fois dans l'année, et encore. Alors que des noirs que je vais porter tous les jours, ok, j'accepte par rapport à mes revenus de mettre plus. Ça reste 2 paires d'escarpins. Hein. Ça se trouve du même vendeur, de la même qualité. Sauf que l'usage que je vais en faire fait que je ne vais pas y mettre le même prix. Quand vous vous baladez dans la rue le midi ou en faisant des courses, ça, vous êtes prêt à payer 1,50 €. Quand vous achetez la même cristalline en faisant vos courses, enfin, si tant est que vous aussi vous faites vos courses, le samedi, vous savez que le caddie, voilà. Et vous prenez votre pack de 6 fois 1,5 litre pour la semaine, vous n'acceptez pas de payer, enfin, vous voulez payer moins de 1 € les 6 fois 1,5 litre. Alors que la veille, vous avez payé 1,50 € un demi-litre. Mais vous n'étiez pas dans le même contexte. Vous n'étiez pas dans le même environnement. Donc ça joue aussi. Quand on sort avec les copines, les machins, les trucs, on ne fait pas les mêmes dépenses que quand on est toute seule. Donc tout ça, ça joue. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir comment on achète. Si je prends le cas, vous, pour les étudiants, si effectivement c'est un sujet, les études, c'est les parents parlent, etc., peut-être qu'il y a un entraînement qui se fait, alors que si on est tout seul devant son ordinateur à essayer de choisir, on est tout seul. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a personne qui nous influe, qui influe, je veux dire. Donc ce prix psychologique, il dépend d'énormément de choses. Donc c'est important de poser la question, mais ça devient de plus en plus compliqué. Entre les ventes privées, les soldes flottantes, les avant-soldes, les VIP, les machins, les trucs. Voilà. Donc chacun se fixe son propre prix psychologique pour tout et n'importe quoi maintenant. Une voiture, une télé, enfin tout. Donc ça c'est important. Alors c'est d'autant plus important que, donc ça dépend évidemment de votre cible, c'est que au-dessus, on a vraiment l'impression que vous vous moquez de nous, et en dessous, on a vraiment l'impression que ce que vous nous vendez, c'est... Voilà. Donc, en entreprise aussi, ça marche. Hein. C'est-à-dire que moi, un consultant qui m'affiche un tarif jour à 2000 €, voilà, il faut déjà que ça soit le méga expert, et encore, je trouve quand même qu'il abuse. En moyenne, on accepte les 1000 € à Paris, hein, parce qu'en province, ils me regardent avec des yeux comme ça quand je leur dis c'est 1000 € au jour. Mais donc même en entreprise, le prix psychologique existe. Donc soyez pas, c'est pas parce que c'est une entreprise qu'on paye tout, n'importe quoi, à tous les tarifs. Donc pareil, comment on définit ça, en général, vous avez, ça fait partie des... Ça,
pareil, il y a des études, là-dessus. Puis vous voyez sur des applis, vous avez des moteurs de recherche, vous avez des fourchettes de prix, etc. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, les systèmes d'appli, ils ont bien vu quelles étaient les fourchettes de prix. Donc voilà, ça c'est après on enquête, mais dans un premier temps, vous pouvez avoir une idée de ce que le client serait prêt à acheter. Où se trouve votre cible? Moi, ça c'est juste évidemment là, vous êtes tous en appli, donc sur le web, donc votre cible elle se trouve potentiellement partout. Quand on a une boutique, on a ce qu'on appelle une zone de chalandise, c'est-à-dire des gens qui passent devant la boutique. Donc vous, ça vous concerne moins. Enfin, ce qui veut dire que c'est quand même plus facile de capter une clientèle qui passe tous les matins devant sa boutique qu'une clientèle qui est peut-être certes plus nombreuse, mais qui est juste partout. Voilà. Les actions de com sont quand même assez différentes. Donc on résume. La bonne définition du besoin, donc segmenter sa cible, identifier quels sont les besoins, voir le profil de sa cible, son prix psychologique, ses modalités d'achat, ses critères d'achat et le lieu où il se trouve. Le principe, c'est que je pose mes hypothèses là-dessus. Ensuite, je vais les vérifier. Il y a bien 2 étapes. Je pose des hypothèses et je vais vérifier mes hypothèses. Et là, j'ai peut-être tort. On verra après. Donc, pour vérifier, c'est l'enquête. Il y a plusieurs types d'enquêtes, on verra après. Mais voilà, je pose des hypothèses, je vérifie par enquête. Je ne crois pas que les gens vont me répondre ça. Je vais demander aux gens, en étant honnête sur la façon de rédiger les questions, on verra après, je vais vérifier auprès de ma future cible que effectivement mes hypothèses sont justes. Quelques outils hyper utiles, l'empathie map qui vous permet, donc empathie map, donc empathie. L'idée c'est de vous mettre à la place de votre client pour savoir comment il résonne, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se dit. Notamment quand on est sur un besoin d'appartenance, voilà. J'achète cette robe parce qu'elle m'amincit, j'achète cette voiture parce qu'elle montre que j'ai réussi ma vie professionnelle, j'achète cette formation parce que je veux être plus intelligent, j'achète, enfin bref, des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont pensées au ressenti. Cette carte, elle est intéressante effectivement pour essayer de se mettre à la place du client. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en groupe, parce que tout seul devant sa feuille, c'est pénible, pour essayer de mieux comprendre son client. C'est une méthodologie assez intéressante. Moi, je préfère celle-ci, mais elle est beaucoup plus complexe. C'est Value Proposition Canvas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre à la place de son client en partant d'un contexte. Donc c'est, je réserve une chambre d'hôtel à Lyon pour y rester un week-end en famille. Je ne suis pas dans le même état d'esprit que si c'est je réserve une chambre d'hôtel à Lyon pour passer une nuit professionnelle en sortant d'un événement et en reprenant mon train le lendemain matin à 7h30. Je cherche toujours une nuit d'hôtel, hein, mais je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit. Et donc, dans ce contexte-là, qui est votre offre, hein, je fais un certain nombre de choses. Je vais sur le site de la SNCF, je vais sur TripAdvisor, je vais sur machin, enfin je fais un certain nombre de choses. Ou je demande à mon assistant de faire. Mais je fais un certain nombre de choses. Donc quelqu'un, si je demande à mon assistante de faire, la cible, c'est pas moi, c'est mon assistante. Et quand je fais toutes ces choses-là, j'éprouve des difficultés, j'éprouve des douleurs, des maux, des pains. C'est trop long, il y a trop d'infos, je comprends rien, je suis obligée d'aller sur plusieurs sites, enfin bref. Donc là, vous êtes en empathie complète vis-à-vis de votre client. Et j'ai des espoirs. Ah, si je pouvais en un clic. Ça, c'est... Google est là, heureusement. Ah, si. Ah, ça, c'est exact. Tous les espoirs que je voudrais, tous les rêves qui me viennent à l'esprit quand je fais ça. Donc là, vous êtes en empathie complète avec votre client. Et s'il y a problème, il y a solution. Donc face à tous les problèmes évoqués là, toutes les difficultés,
tous les sentiments, les ressentiments, les émotions négatives, donc tout ce qui est négatif, vous avez peut-être des solutions. Donc là, on est en créativité. Donc là, vous listez toutes les idées que vous pouvez avoir, mais même aussi absurdes qu'elles puissent paraître. Il peut y avoir plusieurs solutions pour régler un problème, il peut y avoir une solution pour régler plusieurs problèmes, peu importe. Et là, pareil, s'il y a des espoirs, il y a des créateurs d'espoir. Donc là, vous êtes en créativité. Et de ça, vous en faites une offre de service. Et là, vous revenez un peu dans la réalité. Oui, et cet outil, ça vous permet de vous assurer que l'idée que vous avez, elle correspond vraiment à votre cible. Donc ça, c'est idéal à faire avec les gens qui représentent votre cible. C'est un outil, mais extrêmement puissant quand il est bien manipulé. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais je trouve que c'est deux outils qui obligent vraiment à se mettre à la place du client. C'est bon pour cette partie, donc la partie du client. Donc vous voyez que, il n'y a rien de superficiel. Une fois que vous avez analysé votre client, vous savez à combien vous vendez, à combien de personnes, à quel tarif vous pouvez vendre, à peu près à combien de personnes vous allez vendre. Vous connaissez toute votre politique de communication, vous connaissez toute votre politique de distribution. Vous avez quasiment fini le boulot. Il en reste un petit peu, mais en tout cas, vous avez vraiment les éléments les plus importants pour pouvoir bien vendre. L'autre point qui vous reste, c'est vos concurrents. Puisque là, on est dans la théorie, c'est-à-dire que vous avez étudié vos clients, mais évidemment, tous ne vont pas être vos clients. Vous en avez 100 000 là, potentiellement, mais ils ne vont pas tous acheter votre offre. Parce qu'il y a des concurrents. Donc la question, c'est comment vous allez vous positionner vis-à-vis de ces concurrents. Donc la deuxième étude, vous allez faire en même temps, c'est les concurrents. Il y a 3 concurrents. Les concurrents directs, c'est les plus faciles. Vous faites une appli, vous faites quoi vous déjà? Optimisation de la file Ah oui, vous faites une appli d'optimisation de la file d'attente, il y en a déjà plein, des applis qui font ça. Ok, c'est mes concurrents directs. Concurrents indirects, vos projets. Vous, c'est les étudiants, vous, c'était quoi? C'était avec les bagages. Ah oui. Des concurrents indirects, j'en vois pas là-dessus. Non, de direct, j'en sais rien, mais des indirects, j'en sais. Qui amènent les bagages. Ouais, mais là, on est sur l'aéroport. Oui, on peut. Ouais, non, le train, ça marche pas, donc vous n'avez pas. Et vous, rappelez-moi ce que votre. C'était un jeu de séduction. Ah oui, des concurrents indirects, il y en a plein du coup. Quand on est sur le thème de la séduction, enfin, ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Donc, concurrent indirect, c'est pas le même produit, mais ça répond au même besoin. Et les futurs concurrents. Il y a un an et demi, j'étais à l'incubateur de Polytechnique. Et il y a un groupe là qui me dit ouais, on sort une appli qui va nous permettre de faire ci, ça. J'ai l'impression que j'ai déjà lu des trucs là-dessus. Il me dit oui, en fait, il y a 10 projets qui vont se lancer. Mais en fait, ils vont se lancer 4 mois avant nous. D'accord. Et là, vous partez quand même l'affaire au fusil, quoi. Vous ne dites pas qu'il y a un 11e qui arrivera après les 10 autres sur un marché qui est quand même grand comme ça. C'est quand même pas mal de savoir ce qui est dans les tuyaux, ce qui arrive. Donc l'avantage dans ces masters entrepreneuriat, c'est que les personnes qui s'en occupent grenouillent dans tous les incubateurs de Paris, et du coup, voient un peu les projets qui vont. Là, j'ai déjà vu celui-là. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qui ils sont, qu'est-ce qu'ils proposent, à quel tarif, leurs forces, leurs faiblesses, quelles sont leurs renommées, où est-ce qu'ils sont implantés, qu'est-ce que leurs clients pensent d'eux, quelle est leur stratégie de com, etc. Donc ça, c'est pareil, vous posez des hypothèses et c'est des choses que vous allez aller poser des questions à vos clients. En disant, ben voilà, et aujourd'hui, vous utilisez quoi comme solution pour faire ça, et c'est quoi le problème que vous avez avec cette solution, pour savoir un peu ils utilisent une appli concurrente, qu'est-ce qui leur plaît pas, hein, qu'est-ce qui leur convient pas. Du coup, ça vous donne des idées de fonctionnalités éventuellement qui n'existent pas aujourd'hui. Donc pareil, là c'est vraiment... Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller... S'il y a 25 applis concurrents, vous n'êtes pas obligé d'analyser les 25. Prenez les principales.
celles qui ont un peu plus que 500 utilisateurs. Donc celles qui peuvent vraiment vous faire, qui sont vraiment implantées depuis longtemps, qui ont une renommée, qui peuvent être vraiment dangereuses. Et ensuite, ça vous permet de décider de votre positionnement. Vous c'est pour les boutiques. Donc si votre système est plus performant que ce qui existe déjà, parce que chez Zara, chez la Fnac, ça existe, il y a déjà des bornes qui existent, qu'est-ce que vous faites de différent qui fait que on va plutôt passer par votre système que par ce que propose déjà le marché. Ça s'appelle le positionnement. Quelle image vous voulez avoir par rapport à vous? Parce que moi, j'ai pensé à plein de sites qui existent, qui mettent en relation des gens qui ont des besoins de compétences avec des gens qui proposent des compétences. Donc vous en faites une thématique sur l'architecture. Vous avez plein de concurrents déjà indirects. Direct, j'en sais rien, mais déjà plein de concurrents indirects, mais j'en ai un dans mon bureau toutes les semaines. Qu'est-ce que vous faites de différent qui fait que votre appli à vous, elle sortira du lot? Ça peut être une spécificité, effectivement, parce que l'architecture, il y a des spécificités, il y a, j'en sais rien, des histoires réglementaires, je sais pas quoi, qui font qu'il y a effectivement les homework, etc., ne fonctionnent pas, par exemple. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez du coup bien comment fonctionnent vos concurrents directs et indirects pour pouvoir prendre votre place. Donc pour ça, il y a un outil assez pratique qui s'appelle le canevas stratégique. Est-ce que vous connaissez la stratégie Océan Bleu? Donc ça, c'est hyper facile à utiliser et ça vous permet assez... Qui c'est qui a dit non? Okay. Donc rapidement, l'idée, c'est des enseignants qui ont imaginé cette... alors ça a toujours existé, sauf que ce qui est bien, c'est qu'ils ont modélisé le truc sur un canevas, c'est la code des canevas depuis quelques années, c'est hyper pratique. Donc ça, c'est un bar australien qui a décidé d'attaquer le marché français sur une cible particulière qui était plutôt les femmes, et ils ont donc pris des décisions assez drastiques par rapport aux habitudes en France du vin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les critères d'achat de vin en France, donc admis par le marché, donc admis par les clients et admis par les vendeurs. Donc le potentiel de garde, la complexité du goût, etc. Ils ont dit, voilà, moi, l'utilisation de terminologie œnologique, je l'exclus. Ce critère-là, je décide que je n'en veux pas. Et que je vais proposer quelque chose qui n'utilisera pas ces terminologies œnologiques parce que trop complexe. C'est ma décision, moi, en tant que Yellowtail. Potentiel de garde, je décide que mon vin n'a aucun potentiel de garde. C'est un choix stratégique, qui est peut-être une erreur, mais le principe d'un choix stratégique, de faire des choix et donc de prendre un risque. Je ne ferai aucune communication sur mon vin. Donc ça, j'exclus complètement ces critères. Ok, c'est important pour le marché français, mais moi, je prends le pari que je vendrai mon vin sans prendre ces critères en considération. Il y a le prestige et la tradition vignoble, c'est important pour le marché français. Moi, je vais l'atténuer, ce critère. Je vais rendre ça moins important que ça l'est aujourd'hui. Complexité du goût, idem. Éventail des vins proposés, idem, puisqu'ils proposent 7 bouteilles, je crois, 7 vins différents. En revanche, le prix, je vais le renforcer. C'est-à-dire que sur un vin moyen de table, on est, je dis n'importe quoi, à 6,50 €, moi je vais être à 7,50 €. Et c'est mon choix stratégique. Et je vais inventer des critères. Je vais inventer un vin facile à boire, facile à choisir, ludique. Ça fait ça. Ludique, quand vous avez ça dans votre rayon où vous avez que des photos de châteaux, c'est effectivement ludique. Facile à choisir, il y en a peu. Quand vous retournez la bouteille, vous avez idéal avec un barbecue de viande, idéal avec un poisson, idéal avec machin. Voilà. Vous prenez un poisson, hop, vous prenez cette bouteille. Vous faites un barbecue, vous prenez cette bouteille. Vous n'avez pas à réfléchir. Pas de terminologique, la seule info que vous avez, c'est goût de framboise, goût de fruits rouges, voilà. Donc ça va, vous savez faire le lien entre une framboise et vous aimez ou vous n'aimez pas la framboise. C'est assez facile. Donc le vin est extrêmement facile à choisir, facile à boire aussi.
Le goût, alors je comprends qu'ils aient retiré le critère de la complexité du goût, c'est-à-dire que la cible, c'est absolument pas les amateurs de vin, hein. C'est justement, c'est faire, voilà, donc des gens qui veulent proposer du vin, qui n'y connaissent rien et qui ne veulent pas se tromper. Donc ça se boit très facilement, trop facilement, parce qu'en fait, le goût est oublié à peine est-il avalé. Donc vous en rebuvez, et du coup, vous en buvez beaucoup plus. Et ça coûte quand même 7,50 €. Et donc, ils prennent, vous positionnez vos principaux concurrents, donc 20 tables, 20 qualités, ils ont fait ça, ils ont fait 2 grandes catégories, et votre vin. Vous positionnez ça sur une trame, donc faible, fort, moyen. Et vous dites, voilà, nous le prix, on a dit qu'on renforçait, on est là, les 20 tables sont moins chères, évidemment les 20 qualités sont là. Et là, vous êtes tout seul. C'est ce qu'on appelle un lanceur en bleu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que vous. C'est clairement un pari. C'est comme ça que sont nés les drives avec Chrono Drive, qui a dit j'exclus la publicité dans les boîtes aux lettres et les parkings. Une fois qu'on décide, parce que ça coûte très très cher les parkings, une fois qu'on exclut les parkings et la publicité, qui coûte aussi très très cher, quand il n'y a plus de parking pour faire ses courses, il faut un système où on passe, quoi. Voilà. Donc c'est des paris gagnants, hein, pour Yellowtail et tous les autres. Mais vous voyez que là, vous êtes vraiment sur un positionnement différent. Il ne faut pas systématiquement créer de nouveaux critères. Vous pouvez juste être à des endroits différents. Mais c'est vrai, quand on crée un nouveau critère, on sort du lot. Et du coup, vous avez une petite marge avant. Parce qu'évidemment, il y a un moment donné où les autres, là, ils vont quand même se dire, en fait, et si on faisait pareil, quoi. À un moment donné, ils vont peut-être réagir. Il faut quand même un moment, ils n'ont pas encore réagi. Mais bon, peut-être à un moment donné, ils vont réagir. Auquel cas, ça recrée un océan rouge. Bon, il faut recréer de nouveaux critères. C'est pas grave. Ça permet l'innovation. Donc ça vous permet de vous positionner et de voir comment vous vous situerez par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous allez vous faire de différent? Donc pour ça, il faut bien connaître vos concurrents. Sinon, vous ne pouvez pas il faut bien connaître ce que les gens attendent, ce que vos clients attendent. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer de nouveaux critères ou vous positionner sur chacun des critères. Donc une fois que vous maîtrisez vos clients, vous maîtrisez vos concurrents, enfin, vous pensez maîtriser vos clients, vous pensez maîtriser vos concurrents, vous avez donc une étude de marché théorique que vous allez rendre pratique, c'est-à-dire vous allez interroger vos futurs clients, éventuellement quelques concurrents, pour confirmer ou valider ou invalider vos hypothèses. Donc vous avez plusieurs techniques d'enquête. L'enquête Quali, l'enquête Quanti. L'enquête Quali, alors, vous avez tous entendu parler de la démarche de Lean Startup. D'accord. Donc ça, c'est le truc à la mode qui fait penser aux créateurs d'entreprises, aux start-upers, qu'il n'y a pas besoin de faire une étude de marché. Le Lean Startup, ce n'est jamais qu'une étude de marché qualitative. Puisqu'en fait, le principe, c'est j'ai une idée, j'interroge mes clients en leur parlant. Grâce à leur retour, je fais évoluer mon idée, je réinterroge mes clients, etc. C'est juste une étude quali. Sauf que ça ne s'appelle pas étude de marché, ça s'appelle Lean Startup, c'est beaucoup plus classe. J'ai un créateur, il me dit, ouais, moi tes histoires d'études de marché, moi je me suis lancé, j'ai pas fait d'études de marché, ça a très bien marché. J'ai dit, écoute, t'as fait 1 million de chiffre d'affaires en 4 mois, j'ai quand même un petit peu de doute sur le fait que, surtout sur un secteur de qualité, que t'aies pas fait d'études de marché. Je te dis que j'ai pas fait d'études de marché, je suis allée voir 40 clients, j'ai passé 1h30 avec eux, et puis voilà. Je dis, bah, t'as fait d'études de marché, c'est ça l'étude de marché, c'est juste aller parler à ses clients. Voilà. Donc après, il y a des méthodes. Quand on est sur une innovation, le quali est hyper pratique. Parce que sur le principe de l'innovation, c'est d'abord s'assurer qu'il y a un besoin. Donc, quand vous avez les gens en face, que vous pouvez... donc, quali, c'est des questions ouvertes. Donc, c'est une vraie discussion. Alors, l'erreur à ne pas faire, font donc tous les créateurs, mais c'est normal, c'est de dire « ouais, j'ai imaginé ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc là, soit vous avez en face de vous des gens normaux qui vont vous dire « c'est super », soit vous avez des sociopathes qui vont vous démonter le truc. Mais en général, on a quand même plutôt des gens normaux en face de soi. Voilà. Donc du coup, ils vont être gentils avec vous et ils vont vous dire « ah bah oui, c'est bien ».
Ah oui, c'est une bonne idée. C'est juste qu'ils ne peuvent pas vous dire c'est pourri ton truc. Vous êtes en face. Donc le principe, c'est surtout pas de parler de son idée. C'est de partir du besoin. Donc pour prendre votre cas, vous en tant que parent, comment vos enfants ont fait ou comment vous avez fait pour vos enfants ou vous étudiants, comment vous avez fait pour puis vous les laissez parler. Parce que du coup, ils vont vous dire comment vous avez fait. Donc vous avez tous vos concurrents. Ah ben je suis allée sur l'appli machin, j'ai téléchargé le truc, j'ai tapé ça sur Google, j'ai fait ci, voilà. Et puis ensuite vous leur dites, et c'est quoi les difficultés que vous avez c'était quoi les problèmes là? Oh là là, je me suis retrouvée avec un résultat de recherche, j'avais eu 1200 propositions, il a fallu que j'essaye ça, je me suis inscrite à 4 plateformes, finalement il n'y en a aucune qui me proposait ce que je voulais, machin. Et c'est quoi ce que tu voulais? Et du coup, c'est votre client qui vous donne ce qu'il veut. C'est votre client qui vous dit l'appli qu'il veut, au tarif qu'il veut, avec les fonctionnalités qu'il veut, c'est lui qui vous dit tout. Vous ne faites que relancer la discussion. Et surtout, vous ne parlez pas de votre idée. Vous parlez juste de lui. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, ce qui vous permet, du coup, vous, de faire évoluer votre idée. Ensuite, effectivement, en deuxième partie, ou en deuxième entretien, en Lean Startup, on fait plusieurs focus group, on fait plusieurs séries d'entretiens. Là, cette fois-ci, effectivement, je montre un dessin, je montre quelque chose, je montre un proto, je montre quelque chose, et là, je fais réagir le client sur les fonctionnalités, sur le prix, enfin sur des choses beaucoup plus pragmatiques. Mais déjà, j'ai vérifié qu'il y avait un besoin. Et j'ai vérifié qui avait ce besoin. Je prends le cas de jeunes créatrices qui avaient imaginé un truc plutôt pour les femmes. Et en interrogeant, en fait, il y avait des hommes qui étaient avec leurs femmes et qui disaient « Ah bah ouais, moi aussi ça m'intéresse ». Ah, bon, vous n'avez pas vu venir, moi. Du coup, ils ont analysé un peu plus et ouais, en fait, ils avaient deux cibles hyper intéressantes toutes les deux. Ça leur coûtait pas plus cher d'attaquer les deux cibles, voilà. Mais, donc ça, c'est en interrogeant où on pensait que c'était telle segmentation, puis finalement, en interrogeant les gens, on se rend compte que c'est d'autres critères de segmentation. Donc cette première phase d'enquête, vous pouvez la faire sur une cible extrêmement large. Alors vous pouvez le faire en individuel, vous pouvez le faire en collectif, ce qu'on appelle un focus group. Et ça vous permet, la dernière fois que j'ai fait un focus group, j'avais 15 jeunes entrepreneurs. Et tout de suite, dans le groupe, en fait, j'avais fait un truc assez... les startups qui ont besoin de financement. Voilà. Et en fait, soudainement, il y a 3 critères de segmentation qui sont apparus assez nettement dans la discussion. Donc en 1h30, je suis passée de... une espèce de truc qui ne ressemblait pas à une cible, je savais bien, à 3 cibles très particulières. Donc avec 3 offres différentes. C'est le principe de l'enquête quali. C'est vraiment partir d'eux, leur poser des questions et être le plus ouvert possible. La complexité du quali, c'est le traitement du quali. C'est qu'après vous avez des heures d'interview et que la difficulté c'est bien interprété en fait. Et quand on fait ça soi-même, c'est son projet, on a un peu tendance à aller chercher les 2 arguments qui nous arrangent le plus. Donc là c'est le moment de sortir vos Facebook respectifs et de trouver des copains en marketing ou en com qui vont faire le boulot à votre place. Alors, en tout cas vous aider à... ça vous coûtera probablement un peu plus qu'un resto, parce que c'est vraiment un gros boulot. Mais si vous le faites vous-même, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est extrêmement compliqué. La méthode Quanti, c'est pas plus simple, puisque là, la difficulté, donc la méthode Quanti, c'est que je pose des questions avec des réponses fermées, des choix, etc. Donc des choses assez faciles à traiter. La difficulté dans la méthode Quanti, c'est de poser des questions biaisées. Et du coup, vous mettre des variables de réponse qui vous arrangent vous. Donc, quand vous êtes là-dessus, faites-vous vraiment aider par un tiers extérieur à votre projet. Soit votre prof de marketing, soit des copains en marketing ou en com, plutôt en marketing qu'en com d'ailleurs, soit Camille, soit Estelle, enfin quelqu'un vraiment de neutre, qui n'a aucun affect avec votre projet et qui saura vous dire non, là la question elle n'est pas claire, là forcément ils sont obligés de répondre ça, enfin etc. Pensez bien quand vous rédigez votre questionnaire, en fait partez de la fin. C'est quoi les réponses que je veux? Alors non pas les réponses que je veux, c'est les types d'informations que je veux.
Je veux des infos sur mes concurrents, je veux des infos sur leur prix, je veux des infos, etc. Pour vous assurer que toutes les questions que vous posez ont un intérêt. Parce que parfois on pose des questions, on me dit bah, au fait je fais quoi de cette réponse? Ou alors j'ai posé une question mais du coup elle n'était pas assez précise, donc du coup il faut que je recommence. Et ça c'est pas grave, vous pouvez recommencer, mais ça vous perd du temps. Donc le but c'est vraiment de faire évoluer votre projet et de le rendre le plus en adéquation avec le besoin de votre cible. C'est pas de vous faire plaisir. Parce que là, c'est le moment d'arrêter le projet, ou de le faire complètement changer. Ça vous a pris un mois, enfin, l'étude de marché, ça prend quelques jours. Hein. Ça vous a pris un peu de temps, mais ça vous a rien coûté, c'est pas grave, il n'y a pas de... Alors que si vous obstinez en disant mais si, il n'y en a que 10% qui ont dit qu'ils étaient intéressés, mais pas après l'acheter, mais je suis sûre qu'il y a un business, bah, le risque c'est de lever des fonds et se planter méchamment. Donc ça c'est une phase qui vous permet, c'est stop and go quoi. Donc c'est pas une phase à négliger du tout. Donc même quand on est sur l'innovation, la démarche d'enquête est différente puisqu'on est plus sur du qualitatif qu'on peut compléter ensuite par un quanti. Parce que le qualitatif, ça permet aussi après de reformater les questions, etc. Mais c'est indispensable d'aller vérifier qu'il y a des besoins. Et l'innovation, la beauté de l'innovation ne suffit pas à faire un besoin, en tout cas dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que, évidemment, quand on a inventé la machine à laver, c'est sûr que tout le monde ne s'est pas précipité dessus. Mais on est bien content que ça ait été inventé quand même. Après, la question, c'est j'ai les reins financiers suffisamment solides pour tenir le temps nécessaire pour que tout le monde accepte mon innovation ou pas. Et je ne sais pas. Alors, de l'étude de marché au chiffre d'affaires, est-ce possible? Il y a une époque où ce fut possible. C'est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que je suis incapable, parce que j'ai fait l'essai moi-même pour avoir sorti une appli, je suis incapable de vous donner la formule magique pour passer de votre étude de marché à un nombre de clients. Je suis incapable. J'ai essayé, mais j'ai réussi. En fait, quand vous avez une boutique, c'est facile. Quand vous vendez à des gens qui ont une boutique, c'est facile. Vous comptez, si vous vendez à des commerçants, vous comptez combien il y a de commerçants qui pourraient être intéressés par votre business, vous les interrogez, c'est facile. Il y a 1000 commerçants indépendants à Paris, je n'importe quoi. Vous en avez enquêté auprès de 250, 80% ont répondu qu'ils étaient intéressés. Ça ne veut pas dire que vous allez en avoir 80% de ces 1000, vous n'allez pas en avoir 800. Mais en tout cas, il y a un marché potentiel de 800, c'est facile. Quand on ouvre un restaurant, on est dans la rue machin, les gens se baladent sur le trottoir de droite parce que c'est là qu'il y a le soleil, on sait combien de passent devant notre restaurant, voilà, c'est facile. Presque facile. Quand on est sur une appli web, au milieu de 1,5 milliard d'applis web, voilà. Alors, du coup, la technique, qui n'est pas non plus une technique parfaite, hein, mais bon, c'est d'inverser et de partir d'objectifs. Et de se dire, voilà, déjà, il me faut combien de clients pour pouvoir rentabiliser mon truc. Déjà, première base. Et ensuite, de faire un truc, alors un tout petit peu laborieux, et pas toujours juste, mais enfin, ça donne quand même des idées. La seule moyen, quand on se lance dans une appli ou une appli web ou Google ou autre, c'est la com. C'est la seule façon de se faire connaître. Donc c'est quelles sont les actions de communication que vous allez mettre en place et à chaque fois combien de personnes vous pouvez toucher. Alors toutes les infos sont en ligne, hein, vous passez une pub dans Elle Magazine, vous avez le lectorat exact, le retour, etc. Vous faites un emailing, vous savez quel est le pourcentage de retour, etc. Ça vous donne pas, c'est pas infaillible, mais ça vous donne une idée à peu près. Et après, ça peut être malheureusement l'actualité fait que vos différentes actions de com peuvent tomber dans un grand puits sans fond de l'actualité, hein, mais en tout cas, ça vous permet de vous dire voilà combien de personnes je touche. Ce qui veut donc dire que quand on crée une appli et qu'on me dit, moi en tant que jury de créateur d'entreprise, ah ouais mais madame, moi je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Quel réseau pour faire quoi?
pourquoi ces réseaux-là, quelle est la cible, quelles actions. Parce que communiquer sur les réseaux sociaux, ça veut juste rien dire. Et puis, parce que c'est gratuit, ben non, c'est pas gratuit du tout, ça demande du temps. Si vous communiquez sur Twitter entre 9h et 18h et que votre cible, elle tweet à 21h, ben vous avez beau tweeter tout ce que vous voulez, personne qui verra jamais vos tweets. Donc c'est très compliqué de communiquer sur les réseaux sociaux, d'abord parce que votre action, elle a juste 2 secondes et demie de vie, j'exagère à peine, et qu'il faut être extrêmement précis sur les actions que vous mettez en place. Et là, vous avez effectivement, j'ai fait une petite campagne la semaine dernière, là vous pouvez simuler combien a priori de personnes vous allez toucher, etc. Alors juste pour info. Hein. Donc là, j'aurais dû toucher sur mes 2 jours d'action de com entre Twitter et LinkedIn de l'ordre de 490 000 personnes. Résultat des courses, donc ça c'était ce que me disaient Twitter et LinkedIn, et on a dû en toucher, si je fais mes petits calculs, de l'ordre de 1500. Alors après, on peut toujours dire le message était mal tourné, effectivement, on a profité du salon des entrepreneurs, sauf que Fillon est venu, que ça a été quand même, enfin tout le monde a parlé de tout sauf des entrepreneurs quand même pendant le salon des entrepreneurs. Donc évidemment, pas de bol. Bon, ok. Je ne peux pas deviner, hein, quand on a préparé la campagne, je l'avais pourvu venir, moi, celle-là. Hein. Donc voilà. Donc, ok, il y a ce qui est possible de faire. Donc, il y a, voilà, donc, potentiellement, il devait y avoir 490 000 personnes qui voyaient ces trucs, ce qui pouvait, du coup, si on prend les taux de transformation, me rapporter 4000 clients, machin. Et finalement, donc, ça m'a rapporté 22 clients. Voilà. Bon, c'est pas grave, moi je suis une institution, c'est pas très grave. Mais effectivement, si j'avais compté dessus et j'avais annoncé ça pour un levée de fonds, donc c'est pas la science magique, quoi. Donc, en tout cas, c'est ce qui vous permet d'imaginer une campagne de com qui vous permettra de toucher un nombre de personnes suffisant pour éventuellement récupérer des clients. Donc, fixez-vous des objectifs de vente par rapport à vos actions de com. Alors après, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Un blogueur influent qui retweet votre truc, vous ne l'avez pas vu venir. Enfin voilà, après ça, on ne maîtrise plus rien. Et puis, en fonction notamment quand vous êtes sur des marketplaces, pensez à une chose, c'est vous avez 2 cibles que vous ne pouvez pas attirer, des consommateurs tant que vous n'avez pas des offreurs. Que pour attirer des offreurs, il faut s'engager sur des consommateurs, etc. etc. Donc vous êtes obligé d'être sur une montée, une croissance qui est lente, parce que dans un premier temps, il va falloir aller convaincre les offreurs qu'il y a un intérêt. C'était à Dauphine l'année dernière, il y avait une appli Kids Planner. Au bout de 5 mois, ils ont eu un reportage sur Télématin, un reportage sur France 3, la presse, je ne sais plus. Quand ils ont passé le jury, ça faisait 4 mois qu'ils étaient en activité, ils avaient déjà eu ces reportages, ils avaient fait 1 500 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas parce qu'on en parle que soudainement ça se transforme en client. Enfin, surtout quand il faut s'engager. Enfin voilà, moi je trouve leur truc vachement bien. Je me suis inscrite, mais je ne peux pas payer, quoi. Enfin, 1 an et demi. Et je suis leur cible. J'ai un enfant de 9 ans qu'il faut trouver des activités régulièrement, etc. Donc je ne suis pas leur cible, mais je n'ai pas encore passé le cap. Donc l'action de com, c'est bien, mais pensez donc pour retomber a priori et faites des décotes. Et puis au temps qu'il vous faut pour remplir votre appli de produits, pour démarcher les différentes parties de votre appli. Et parfois ça dépend, hein, mais pour fabriquer, ça dépend évidemment de ce que vous proposez. Vous voyez, c'est un truc, prenez un restaurant, s'il a 20 couverts, il ne peut pas servir plus que 20 personnes. Hein. Voilà. Donc vous, c'est pareil, si vous avez un temps plein, vous ne pouvez pas aller démarcher 400 commerçants d'un coup, quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas les référencer 2000 diplômes d'un coup, si vous êtes 1 personne ou 2 personnes, voilà. Sauf à aspirer les trucs, enfin les tout automatiques. Donc après, il y a cette notion de la réalité de ce que vous pouvez faire. Donc,
du coup, voilà, vous fixez des objectifs et vous dites à vos financeurs, ben voilà, par rapport à on se fixe ces objectifs-là et on met en place ces actions-là pour les avoir. Alors maintenant, n'ayez aucune crainte, il n'y a pas un financeur qui croit un business plan. Hein. On est quand même d'accord là-dessus. Il n'y a aucune inquiétude. On sait que tous les chiffres sont faux. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je n'ai jamais vu un business plan qui se réalisait. Enfin, si, le mien, il s'est réalisé, mais uniquement sur la partie dépenses, vous voyez, pas sur la partie chiffre d'affaires. Donc, ce qui est important, en revanche, c'est que vous ayez imaginé les bonnes actions pour que vos objectifs soient atteints. Puis après, ben, vous avez le droit de... Ah, ça a le droit de pas marcher. Hein. Donc, voilà. Cette notion d'objectif pour passer d'un marché potentiel à un marché réel, voilà, l'idée c'est d'avoir des références. N'hésitez pas à appeler, là c'est ce que j'ai fait avec des étudiants. Si vous êtes encore étudiant, vous pouvez, sur un groupe d'étudiants, appelez le concurrent, demandez-leur comment ils... Voilà. Donc ils ne sont pas gênés, ils ont appelé, ils vendaient des box pour des enfants. Oui, voilà, on est étudiant, machin, on a le jury la semaine prochaine, on partait sur la vente de 2000 box la première année, on fait facile, nana, et bien il a tout balancé. Ou alors nous on a fait ça comme action, on a vendu que 500 box la première année, machin, ils ont tout donné. Donc voilà, bon, en tout cas, au pire, le concurrent il va vous dire non, quoi. Il ne vous répondra pas, il vous dira non, quel risque vous prenez. Pareil, j'ai un autre groupe de créateurs, ils ouvrent une librairie. Ils avaient un concurrent sur Paris, ils ont réussi à télécharger tout ce alias fiscal, donc ils avaient le chiffre d'affaires, ils avaient toute la superficie de la boutique, etc. Du coup, ils ont pu faire des ratios et savoir combien de clients ils avaient dans l'année, etc. Donc ça donne des repères. Alors, évidemment, après, il faut se dire, non, eux, ils existent depuis tant d'années, machin, mais ça donne des repères. Donc, voilà, donc c'est bien tous les systèmes d'appli, mais alors l'estimation du chiffre d'affaires... Moi, ça fait longtemps que je ne m'avance plus là-dessus. Quelle heure est-il? Ça, c'est Oui, donc, une fois que vous avez cette estimation, c'est ce qui vous permet d'avoir un chiffre d'affaires, puisqu'un chiffre d'affaires, c'est un nombre de clients ou produits vendus multiplié par un prix psychologique, enfin un prix de vente proposé. Une fois que vous avez fini ça, vous savez que vous avez un business qui est viable. C'est-à-dire que vous avez des clients. Vous ne savez pas encore si c'est rentable, mais vous savez que c'est viable. La rentabilité, ça dépendra de vos dépenses et de toute votre stratégie opérationnelle pour agir. Mais au moins, vous savez que vous avez un business qui est viable. Et c'est là-dessus de toute façon que les levées de fonds se font. Enfin, je veux dire, après, il y en a certains qui imaginent que les chiffres sont justes, mais moi, quand j'ai un groupe de jeunes là, ouais, madame, on a prévu de faire 1 million au bout de 6 mois. Non, tant mieux. Ouais, on part aux États-Unis, tout ça. D'accord. On en reparle, hein. Bon. Non, mais il y en a, ça marche, hein, c'est pas le problème. Mais voilà. Sauf qu'en fait, ça fait déjà 6 mois avec leurs 100 000 € de départ, ils n'ont toujours pas levé, quoi. Donc forcément, le million, il va arriver plus tard. Parce que le pays de Candy, c'est facile, mais dans la vraie vie. Alors, oui, quand même. Donc au-delà du fait de tout ce que je viens de dire sur la partie web, si on est sur des choses un peu plus concrètes, quand on a des clients en B2B ou même pour vous des étudiants, enfin je veux dire, c'est facile de toucher des étudiants, c'est facile de toucher des commerçants, c'est assez facile, parce qu'on peut les toucher en direct. Si le business ne se réalise pas, c'est en général que les actions mises en place n'ont pas été les bonnes. Parce que nous, on a plein de créateurs, ils ont un super business plan, puis après, ils s'assoient à leur bureau, puis ils attendent. Madame, à votre avis, j'ai mis un truc sur les pages jaunes, à votre avis, mes premiers clients, ils vont arriver quand? Que les pages jaunes? Vous avez fait d'autres choses à côté des pages jaunes? Parce qu'on avait prévu plein de trucs quand même avant. Hein, donc c'est sûr que voilà, l'idée c'est bien, l'équipe c'est bien, mais l'action c'est mieux. Donc voilà, en général, c'est probablement que l'étude de marché a été mal faite. Vous avez retenu que la seule info qui vous intéressait. On en a eu un comme ça à Dauphine. On a fait l'année dernière. Mais quand même tout le monde on se regarde. Tiens,
vous êtes sûr de cette donnée-là quand même, c'est quand même son postulat de départ, toute sa démonstration quand même. Ben, non, en fait, l'étude ne dit pas exactement ça, mais moi, ça m'arrangeait de récupérer ce chiffre-là pour ma démonstration. Merci, et merci d'avoir joué, mais donc ça va pas le faire. Donc le truc, c'est qu'en revanche, il rentrait dans un incubateur, il était prêt à se lancer, quoi. Et une fois que ce postulat de départ était évanoui, tout le projet, voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est bien de vouloir se faire plaisir, mais donc c'est pour ça qu'on n'interroge jamais son papa, sa maman dans l'étude de marché. L'avis de papa, maman n'a aucun intérêt. Enfin, ça fait plaisir, tout ça, mais on s'en fout. Papa, maman, tonton, tata, enfin toute la famille, quoi. C'est aucun intérêt, parce que forcément, c'est bien, mon chéri. On ne comprend rien ce qu'on va raconter, mais voilà. Donc ça, on oublie. Et il vaut mieux des gens qui soient un peu plus rudes, mais au moins. Donc du coup, effectivement, c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle de la méthode du Lean Startup, parce qu'il y a plein d'autres méthodes pour estimer. Il y a plein de boîtes qui font des petits protos, qui font ce qu'on appelle des landing pages pour voir combien de personnes s'inscrivent à la newsletter. Aujourd'hui, les campagnes de crowdfunding sont essentiellement utilisées en enquête marketing, en fait, en fonction de voir combien de personnes vont donner, ne serait-ce que 10 €, ça montre un intérêt pour votre business. Tout ça, ça vous donne des indicateurs pour vous lancer ou pas. Et là encore, vous êtes sur une prise de risque extrêmement faible. Donc, il y a quand même moyen de pouvoir tester le marché. Alors, dernier point. Oui, mais moi, madame, je vais créer le marché. Après avoir créé le besoin. Moi, mon marché n'existe pas encore. Moi, madame. Donc là, c'est pareil, ça marche pas. Ça n'existe pas non plus, on ne crée pas son marché. On peut étendre. Le marché peut exister, mais effectivement, il y a eu personne qui s'était intéressé à ça. C'est le cas, par exemple, des tests ADN. Il y avait un besoin, de la part de particuliers, d'avoir des tests ADN, et effectivement, personne ne proposait ça. Donc, un laboratoire qui travaillait, une industrie qui travaillait exclusivement pour des laboratoires ou pour la police, s'est dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a un besoin du côté des particuliers, on va se lancer sur les particuliers, ben ça a fonctionné. Mais le marché, il était là. Il lui a juste parlé, le marché. Voilà. Juste aussi bête que ça. Donc si le besoin existe, le marché existe. Voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est étendre le marché. Facebook, s'il voulait, il pourrait proposer une offre spécifique pour les seniors. Puisque effectivement, il y a de plus en plus de seniors qui utilisent Facebook, alors pas du tout pour raconter leur vie, mais effectivement pour rester en relation avec leurs petits-enfants qui voient de moins en moins. Donc ils pourraient imaginer très bien une offre qui est spécifique pour les seniors, avec, j'en sais rien, un accompagnement, je sais pas quoi, mais Facebook se fout éperdument des seniors, donc ne propose pas d'offre spécifique pour les seniors. Mais il pourrait, parce que le besoin est là, le marché est là. Pour l'instant, ça les intéresse pas plus que ça. Du coup, vous ne considérez pas que les grosses innovations technologiques, par exemple, c'est la création de marché? Quelque chose qui n'existe pas du tout? Non, le besoin est là. C'est juste que le marché existe, c'est juste que la réponse qui était proposée à ce marché était peut-être pas complètement satisfaisante et on propose autre chose. On propose quelque chose qui va mieux satisfaire le marché. C'est-à-dire que le besoin est là, mais il n'a pas encore trouvé sa réponse satisfaisante. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas trouvé de solution. C'est le cas de Blablacar et l'autostop. L'autostop, c'était une solution. C'est pas idéal, mais c'était une solution. Donc évidemment, quand Blablacar est arrivé, c'était plus pratique. Mais le marché était là. Blablacar n'a pas créé le marché. Il a juste constaté que la solution proposée au marché n'était pas satisfaisante. Et l'arrivée du digital, parce que Blablacar, il y a 15 ans, ça ne marchait pas. Voilà. L'arrivée du digital a rendu possible l'optimisation de la solution. Mais sinon... Et en plus, il a rendu les choses
agréable, facile à faire. Voilà, ils ont travaillé sur la sécurité, etc. Parce qu'il y a eu quand même des freins, quoi. Je suis une jeune fille, voilà, je prends quelqu'un. Alors moi, mon mari, quand je lui dis ça, il me dit « Oh, vous allez faire violer !» Non, mais quand même, aujourd'hui, c'est « Pas du tout, tu ne fais pas ça !» Bon, donc il y a quand même encore des freins à l'achat, mais non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Même l'iPhone, ce qu'il a fait, c'est une innovation d'usage. Il a inventé le... Voilà. Mais le smartphone, ça existait. Alors pour d'autres usages, mais pas pour des particuliers. Et il a inventé le... Monsieur Steve Jobs, c'était très joli d'ailleurs. Mais voilà, il a inventé un usage. Le marché existait déjà, le besoin était là. Il n'y a pas de... il y a évidemment des innovations, mais elles ne fonctionnent que parce qu'il y a le marché. Regardez les concours d'innovation, des trucs absolument magiques, mais dont personne n'a besoin. Donc c'est magique, mais personne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est acheté. Les objets connectés, il y a 5 ans, on aurait... voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut juste dire, encore une fois, que le temps d'appropriation peut être long. Et ça dépend encore de votre cible. Mon père vient de passer à l'enregistrement sur sa box, sur Canal 7. Mon père était encore au magnétoscope il y a 2 mois. Évidemment, quand il est passé sur Canal 7, je lui dis « Papa, je vais jeter ton magnétoscope, t'as un disque dur dans ta boîte là, franchement, tes cassettes là, non, ça marche très bien comme ça. » Pourquoi? Parce qu'il se faisait un monde de changer ses habitudes. Ça faisait 30 ans qu'il était au magnétoscope, donc soudainement changer ses habitudes, c'était un coup qui était... Et l'avantage, il ne le voyait pas bien en fait, finalement. Bon, jusqu'à ce que le magnétoscope tombe en rade, évidemment, et qu'il n'y ait plus personne pour le réparer. Bon, donc il est passé à ça. Son truc là. Mais il a vraiment fallu qu'il soit obligé pour accepter l'innovation et accepter l'apprentissage de cette innovation. Donc évidemment, nous, en étant un peu plus jeunes, quand les box sont arrivées, on a vite abandonné les magnétoscopes. On a vite compris l'intérêt. C'est comme les cassettes avec le DVD, puis etc. Bon, ben, tout le monde fonctionne pareil. Donc j'entends bien le besoin de... Mais encore une fois, toute innovation sans client ne reste qu'une innovation. Voilà. Donc client égale besoin égale marché. Le risque sur l'innovation, vous connaissez la courbe de l'innovation. Les early adopters, vous avez toujours quelques-uns. Le problème, c'est que si ces 100 early adopters restent 100 pendant 5 ans, la rentabilité, elle traîne. Blablacar, il a juste galéré 5 ans hein, avant de pouvoir se lancer. Hein. Okay. Aujourd'hui, on trouve ça évident que le business fonctionne, mais il faut juste... C'est le principe du time to market. Est-ce qu'il était arrivé trop tôt? Moi, quand j'ai monté ma boîte, on était dans les produits bio. On a monté une chaîne de restauration rapide de produits bio. Sauf que je l'ai monté il y a 20 ans. Le bio, c'était un concept. Hein. Ne manger bio que ceux qui élevaient les chèvres dans l'Arzac. Voilà. Donc, on était très en avance sur le besoin, sur le marché. On montrait ça aujourd'hui, ça serait trop tard, mais on était 5 ans en avance. Donc à un moment donné, à force de remettre de l'argent au capital, il y a un moment donné quand même où c'est difficile de continuer à trouver des investisseurs. Donc voilà, c'est vraiment, dans l'innovation, c'est le plus dur, c'est de trouver ce que c'est le bon moment. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'innovation n'est pas bonne, ça veut juste dire que là, à cet instant-là, le marché n'est pas prêt. Comment on sait à quel moment le marché sera prêt? Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui font que, évidemment, alors ça va quand même beaucoup plus vite aujourd'hui, hein, toute l'intelligence artificielle, etc. Enfin, je veux dire, ça commence quand même à rentrer rapidement dans les mœurs, mais moi je le vois, hein, j'ai un réseau national, entre les métropoles et le reste de la France, on n'est quand même pas au même niveau, enfin, tout simplement parce qu'il n'y a pas le même écosystème entrepreneurial, donc les innovations ne diffusent pas de la même façon. Donc c'est vrai que parfois, moi, mes collègues de province, ils me disent « Non mais attends, toi t'es à Paris, moi à Tulle, il n'y a pas ça, hein !» Voilà. Donc faut pas, voilà, il n'y a pas que Paris, quoi.
n'y a pas que Paris, Lyon, Marseille, tout ça. Donc oui, créer un marché, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est extrêmement compliqué. Voilà. Ça veut dire rendre le marché, apprendre au marché à se servir de son innovation. Et ça a un coût phénoménal. Les VTC, ça fonctionne parce que vous utilisez déjà les taxis, enfin, je veux dire, on n'a pas appris à faire confiance à un chauffeur. Enfin, voilà. Donc ce coût d'apprentissage, il n'est pas négligeable du tout. Et surtout, vous ne le maîtrisez pas. En combien de temps le marché sera prêt, vous ne le maîtrisez pas. Donc, moi j'aime bien les trucs qui existent déjà un petit peu. Enfin, où il y a déjà 2-3 trucs qui ressemblent. C'est plus facile de faire mieux que ce qui existe, de partir de zéro. Ouais, mais s'ils sont déjà suffisamment contents, c'est ça un défaut. Qu'est-ce que vous proposez? Sur les trucs de voyage, par exemple, régulièrement, je pars en vacances. Régulièrement, évidemment, c'est Bibi qui s'y colle. Bon, mon mari, il se contente de se mettre dans la vie. Hein. Bon. Il y a qu'à, il faut qu'on. Même choisir la destination, ils ont du mal. Et moi, je passe systématiquement 24 heures sur toutes les... Quand je dis 24 heures, c'est 24 heures. 24 heures. Sur tous les sites internet de vacances pour essayer de trouver le truc. Parce qu'il n'y a pas le moteur de recherche qui me convient à moi. Voilà. Ça n'existe pas. Donc il y a encore de la place pour des sites de séjour avec des moteurs de recherche différents. Donc c'est le même truc, c'est le même principe, mais avec des critères de recherche différents. Donc il y a toujours de la place pour quelque chose de différent. Mais il faut que ça soit... et après, la complexité, c'est comment se faire connaître entre Trivago, TripAdvisor, enfin tous ceux qui sont déjà... Voilà, comment j'arrive sur Google à me retrouver en début de page quand il y a déjà tous les autres qui sont là depuis longtemps. C'est l'autre point un peu compliqué de tous ces systèmes en ligne. Donc une fois que vous avez fait... Vous connaissez ça par cœur. Une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous avez validé ça, 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 ça et ça. En une enquête, vous avez fait tout ça. C'est quand même pas con l'étude de marché. Vous avez posé vos hypothèses, étude de marché, pivot, ou pas, hein, mais enfin, en général pivot quand même, et on valide ça. Et ça, c'est beaucoup moins fun, parce que ça, c'est la partie business, c'est la partie extérieure. Ça, c'est la partie interne. Donc, une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous faites bouger tout ça, et vous validerez après que c'est